D'abord, merci à la Chambre de commerce et d'industrie du Brabant wallon, à son président également présent, à toi Dominique, à toi Vincent. Merci pour cette coopération, pour cette journée. Non, pourquoi ça sera réduit? Parce que, en fait, ayant fait connaissance avec tous les participants, je me rends compte que présenter la Russie pour beaucoup ne sert à rien. Donc, on va gagner beaucoup de temps. Alors, juste, on va réduire au strict minimum et on dépassera largement pas les 5 minutes. Merci, en tout cas. Voilà, alors je voulais faire part juste de moi-même qui a l'expérience du marché russe depuis 1989, c'est-à-dire que j'ai vécu toutes les périodes, les différentes faillites, les différentes mafias, les différentes organisations. J'ai eu moi-même pendant 8 ans une société en Russie avant de m'occuper de la chambre de commerce en Belgique et de créer avec Oleg, il y a 7 ans maintenant, la chambre de commerce en Russie. Vu mon âge, certain, qui dépasse largement celui de la pension, mais je resterai actif encore en Russie certainement pendant quelques années. J'ai choisi mon successeur en Belgique comme pour la Russie et c'est Oleg Prozorov ici à mes côtés et nous sommes heureux comme ça de nous présenter à ce titre, le vieux et le nouveau. Bien, alors, quels sont principalement les services qu'on peut donner à la Chambre? Et c'est tout d'abord faire connaître le pays et donc les différentes régions, et principalement les différentes régions où il est intéressant pour les entreprises belges d'investir en Russie, plus particulièrement à cause de son entourage, à savoir les matières premières, les universités, la main-d'œuvre et les facilités qu'offre la région pour l'installation, au point de vue taxes, etc., etc. Ça, c'est le premier travail. C'est pourquoi on a choisi déjà, on a fait personnellement de la Belgique 23 missions économiques dans les diverses régions de Russie et depuis lors, avec Oleg, on les a doublées pratiquement. Donc, on a fait presque la moitié des régions sur les 86, je crois que c'est 86. 85. Oleg a repris le flambeau puisque depuis 2014, principalement, c'est plutôt les entreprises belges déjà installées en Russie qui aiment à découvrir de nouveaux marchés et de nouvelles diversifications pour leur production. Bien, alors, ce qui est important aussi, c'est de continuer à développer toujours le relationnel. On le développe principalement par la participation à divers forums, à diverses réunions, à divers forums d'investissement, etc. On est présent absolument partout et Oleg principalement aujourd'hui. Et ça permet de conserver ce contact et d'aider toutes les entreprises dans le développement. Et on espère toujours vous être très utile si vous n'oubliez pas que nous existons. Dans la Chambre, on offre aussi des services juridiques, des services de langue. Et pourquoi je parle du juridique? Parce que très souvent, on s'adresse à nous en dernière minute quand il y a des problèmes qui sont pratiquement insolubles. Donc, vous pouvez nous en parler dès le départ, grâce à notre relationnel, tant au point de vue des autorités locales que d'autres connaissances juridiques, puisqu'on a quand même un service juridique réel dans notre chambre, vous pouvez vous adresser chez nous. Aussi, bon, j'abrège parce que vous êtes déjà pratiquement tous installés et n'avez pas besoin de choix réels. Je voulais parler un petit peu de nos succès. On a quand même contribué, grâce à nos missions économiques, comme les Belgian Luxembourg Russian Days in Russia, qui sont tant économiques que culturels et que politiques à la limite, dans plusieurs régions, avec des expositions, des stands, etc. On a quand même fait un travail remarquable pour que la Belgique soit connue de toutes les régions de Russie aussi. Alors, nous avons participé au forum de Sochi, où grâce à notre présence et notre stand sur place, qui a eu d'ailleurs la visite de Poutine, c'est exceptionnel parce qu'il n'est venu dans les pays étrangers que sur notre stand, le stand belge. La Belgique a quand même obtenu 10 contrats pour les Jeux olympiques de Sochi. Nous avons obtenu de la même façon, nous avons participé à la mission foot
pour le foot de 2018, la Coupe du Monde, nous avons quand même réussi à obtenir 5 contrats pour les entreprises belges aussi, en les emmenant en contact direct avec les responsables des organisations. Nous organisons un forum sur l'Union économique eurasienne, c'est aussi important pour permettre de diversifier, car la Russie n'est plus obligatoirement une priorité, mais les pays avoisinants nous permettent de toucher et de travailler toujours rapidement avec la Russie. Il y a eu un autre très grand succès, ça remonte à 2011, mais c'est important, c'est la dernière année où il y a une mission princière et même royale en Russie, c'est 2011, et nous avons eu tous les honneurs et les remerciements du Palais Royal à ce sujet. Le roi Albert nous a invités à un déjeuner pour nous dire que le prince Philippe avait trouvé que c'était la meilleure mission qu'il n'avait jamais eue de tous les temps existants. Il nous a demandé même de lui faire parvenir notre revue East Inform. Enfin bon, ce sont des preuves de l'efficacité de notre travail. Alors, pourquoi nous insistons sur la Russie et pourquoi nous insistons sur le développement de vos activités sur la Russie? Parce que ça reste quand même un pays important, capital, vu son nombre d'habitants et vu ses possibilités financières. Malheureusement, les sanctions ont freiné beaucoup, mais sauf pour la Russie, parce qu'en fait, quels sont les bénéficiaires? C'est la Russie. Qui a permis de développer son système agriculture, par exemple, puisqu'ils sont devenus, par exemple, le plus gros exportateur au monde de grains. Ils ont devancé les États-Unis et que seuls les États-Unis profitent et augmentent réellement leurs ventes en Russie. Donc, il y a quelque chose de politique. Nous ne nous occupons pas de politique, on n'entrera pas plus loin dans ce sujet. Mais la Belgique tire un tout petit peu son épingle du jeu, puisque les derniers rapports que nous avons montrent que la Belgique est le pays qui a le plus exporté vers la Russie après la crise des années 15 et 16, 17 principalement, avec une croissance de 21% de ses ventes vers la Russie, ce qui la met réellement en numéro 1 dans les exportations. Mais ça ne représente que 2 milliards 100 millions d'euros d'investissement, de vente vers la Russie, alors que en 13, le chiffre donnait 5 milliards 300 millions d'euros. Donc, comme c'était en pleine croissance, vous imaginez que de toute façon, il y a 3 milliards de pertes grosso modo par année, multipliées par 7 ans, vous verrez quelles sont les conséquences. Le tort est plus pour la Belgique que pour, d'ailleurs, pour tous les pays européens, que pour la Russie en total. De plus, la Russie est le pays qui a 2 fois plus de croissance annuelle que l'Union européenne, par exemple. Sur les 2 dernières années, 2 fois plus. Le montant est c'est 7% contre 3,5% de croissance, je crois. Hein? Quelque chose comme ça. Enfin, je voudrais souligner juste un point capital. Si l'Europe veut vraiment se développer par rapport à la Russie et de refaire une priorité de la Russie, c'est de s'intéresser à la Sibérie. Actuellement, la Sibérie est prise petit à petit dans les mains par la Chine. Or, la Sibérie, c'est 75%, 75% du territoire russe. C'est la région la plus riche du monde en sous-sol. C'est toute la table de Mendeleïev. C'est le pétrole, c'est le gaz, c'est les diamants. Et c'est dommage de négliger cette possibilité d'investissement. Excusez-moi. Il y a l'or noir, le pétrole, le gaz, il y a l'or bleu. C'est la plus grande réserve d'eau potable du monde entier, non seulement avec le Baïkal, mais avec tous les fleuves, qui soient le Yenisei, l'Ob, l'Lena, qui ont plus de 5000 km chacun. C'est aussi l'or vert, c'est des surfaces absolument énormes d'arbres et de végétation. Il y a un potentiel absolument extraordinaire que les Chinois n'ignorent pas. Et ce serait dommage que les Européens ne se lancent pas dans cette point de vue alors qu'ils ont perdu. Alors, pour terminer, un petit mot sur la Wallonie. La Wallonie est extraordinaire parce que c'est un pays qui a
cherché le développement, qui a traversé les océans. Ils ont créé même New York bien avant les Hollandais même, etc. Ici, il n'y a pas d'océan à traverser. La Sibérie est grande ouverte, on peut y arriver en voiture, tout simplement, même si ça prend des heures. Et je souhaite en fait que les Wallons montrent preuve d'initiative aussi et s'attaquent à ce marché qui est facile à porter de main au lieu de le perdre et qui perdra en fait l'Europe entière. Je compte sur vous. Merci Arkady pour ces paroles très prometteuses. Il faut bien sûr profiter de toutes ces opportunités. Alors, je vais donner maintenant la parole à Oleg, donc, qui est juste à côté de lui, Oleg Prozorov, qui est le directeur général de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise en Russie, donc en poste en Russie. Merci beaucoup, Dominique. Moi, je voudrais aussi remercier René Branders pour soutenir notre demande d'organiser une table ronde et bien sûr Dominique et Vincent pour l'organiser. Merci beaucoup à tous les participants aussi. C'est vrai, donc je suis directeur de la Chambre en Russie depuis pratiquement 8 ans. Depuis le 1er janvier, j'ai repris donc la direction aussi du bureau de la Chambre qui est à Bruxelles. Et on développe aussi nos activités actuellement sur le Grand-Duché du Luxembourg. Je suis aussi très heureux aujourd'hui que nous sommes pu réunir avec Arkady finalement en physique sur la terre Brabant-Wallonne, hein, donc on est un peu présent à côté de chez vous. La Chambre, disons, Arkady a parlé des services, on essaie de ne pas offrir des services, mais plutôt des compétences que nos membres ont toujours aujourd'hui en Russie, puisqu'on a quand même pratiquement 125 membres, donc à Bruxelles, à Moscou et au Luxembourg. Et ces membres ne sont pas seulement que des entreprises industrielles présentes en Russie, avec aujourd'hui 80 usines et installations en Russie, mais aussi des sociétés qui font dans le juridique, bien sûr, qui font dans d'autres services qui sont toujours, finances, etc., qui sont toujours pourrait être utile à des sociétés arrivant. C'est donc le partage des compétences communes des membres qui est pour nous aujourd'hui la priorité. On a travaillé les dernières années pour consolider cette communauté belgo-luxembourgeoise en Russie. On a aussi des sociétés russes qui travaillent en Russie, qui sont de plus en plus actifs, tels comme les grandes connues comme Lukoil, par exemple, ou Gazprom Bank qui travaille au Luxembourg, NLMK qui ont 2 usines en Belgique. Et notre vision pour le demain, donc le demain, l'année prochaine, on va dire, en espérant que la pandémie nous quitte tous au plus vite possible, c'est de reprendre vraiment des vraies missions. On a réussi à faire 2 missions économiques en fin d'année 2020 et une récemment, donc il y a 3-4 semaines, dans lesquelles M. Gérard Zegers et M. Emmanuel Géronès ont tous les deux participé. J'étais très heureux qu'ils nous ont aussi accompagnés parce que pour nous, c'est toujours important que aussi les institutions officielles soient actives parmi pas seulement nos membres, mais aussi donc, le soutien de l'ambassade, le soutien d'AVEX, des douanes, du ministère des Finances est très important. Nous ne sommes pas donc des structures administratives. Notre approche est plutôt personnelle, donc on essaie d'être une chambre de commerce boutique. Donc, boutique dans le sens que c'est un peu à la carte et pour nous, chacun des membres est très important et donc nous serons ravis de pouvoir répondre à toutes vos questions si vous les aurez. Je vais m'arrêter à 3 minutes 35 puisqu'Arkady a pris un peu plus de temps et donc je laisserai la parole au prochain et je suis là pour vous donc, pour répondre aux questions. Merci. Merci, quel travail d'équipe, c'est sympa. Merci Oleg. Alors, maintenant, la parole à Emmanuel Géronnet. Oui. Voilà. Je vais essayer de partager mon écran oui, parce que j'avais préparé comme convenu une petite présentation PowerPoint. Oui, tout à fait. On va essayer
Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, super. Oui, on le voit. Voilà. Parfait. Bon, je vais d'abord commencer par me représenter. Donc, mon nom est Emmanuel Géronèse. Je suis donc j'ai un background juridique. J'ai également une spécialisation en matière de droits de l'homme. Je travaillais pendant quelques années dans le monde bancaire et par la suite j'ai exercé pendant plus de 9 ans les fonctions de conseiller juridique à l'administration générale des douanes et accises à Bruxelles. Depuis octobre 2020, comme le disait Dominique, je suis attaché douanier en Russie. Je suis en poste à l'ambassade à Moscou. Et en tant qu'attaché douanier, en fait, ce que je peux faire, c'est pour vous, pour les entreprises, en tout cas sous cette casquette-là, je peux vous fournir des informations générales comme aujourd'hui, des conseils personnalisés. Je peux également intervenir pour vous aider lorsque vous avez un problème douanier. Donc, par exemple, j'interviens assez souvent lorsque des marchandises sont bloquées à la frontière. Alors aujourd'hui, à l'origine, on m'avait demandé de faire une petite présentation donc, sur les sanctions et les contrôles. Le problème, c'est que c'est une matière qui est un petit peu trop vaste et complexe que pour la présenter en aussi peu de temps. Et donc, je vais me contenter d'une présentation générale de la Russie, qui, j'espère, aura un intérêt, même si vous connaissez déjà très probablement le pays. Je vais essayer de voir un petit peu au niveau de le diaporama. Voilà. Oui. Tout d'abord, quelques notions de base. Je ne vous apprends rien, mais sur le pays, c'est toujours important de le rappeler. La Russie, c'est le plus grand pays du monde, avec plus de 17 millions de kilomètres carrés. J'ai repris ses principaux ports dans cette petite fiche pays, mais je vous invite à retenir en tout cas Kaliningrad, Saint-Pétersbourg et bien sûr Novorossiysk, qui est le plus grand port de Russie. La devise est bien sûr le rouble et la Russie est également membre d'un grand nombre de conventions internationales. Je ne les ai pas toutes reprises, bien entendu, mais il y en a certaines que j'ai listées ici parce qu'elles sont intéressantes pour l'exposer. Donc, retenez en tout cas que la Russie est membre, comme le disait Arkady, de l'Union économique eurasiatique, de la Convention sur le système harmonisé, de l'Organisation mondiale des douanes et plus récemment de l'OMC. Alors, la Russie, c'est le plus grand pays du monde, je vous disais. Si on s'amuse à faire une simulation Google des distances entre Kaliningrad et Petropavlovsk, dans le Kamtchatka, qui est à l'autre extrémité, on obtient 7425 km à vol d'oiseau, ce qui n'est pas négligeable. Il y a également de nombreux fuseaux horaires. Et ce qui m'amène à aborder la question spécifique de la douane en Russie. 3 éléments fondamentaux d'après moi. La première chose, c'est de savoir que les formalités d'importation en Russie sont à réaliser en langue russe. Les documents étrangers sont à soumettre avec une traduction autorisée en langue russe et normalement, la déclaration d'importation doit être introduite par un résident en Russie. Les déclarations douane en Russie sont introduites électroniquement. Vous avez le portail ID2 que vous pouvez retrouver sur le site du Federal Customs Service des douanes russes. Et il faut savoir que, outre toutes les règles qui sont applicables pour tous les produits, certaines activités et produits sont soumis à licence, autorisation et enregistrement. Je ne vais pas tout détailler, mais j'ai repris quelques exemples dans le slide. Comme le disait Arkady, l'Union économique eurasiatique est une union dont la Russie est membre, mais est également membre de l'union douanière de l'Union eurasiatique. C'est très important parce que quand vous exportez vers la Russie, en réalité, vous exportez vers l'union douanière. L'union douanière compte 5 membres, la Russie, la Biélorussie, l'Arménie, le Kazakhstan et le Kirghizistan, ce qui représente un total de peu ou prou 181 millions d'habitants. C'est un marché non négligeable. L'union douanière, je vous l'introduis rapidement. Il y a quelques principes de base. Nous avons un code douanier commun qu'on peut comparer un petit peu au code des douanes de l'Union en Europe. Vous avez un tarif douanier commun avec une classification des marchandises par code marchandise. En Russie, vous avez donc un code tarifaire russe qui se base sur la nomenclature tarifaire de l'Union économique eurasiatique qui elle-même se base sur le système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes. Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que si, a priori, les 6 premiers chiffres de vos codes marchandises correspondent au code du système harmonisé, il y a des sous-classifications comme en Europe, où on a la nomenclature combinée. Et donc, les codes européens ne correspondront pas toujours au code russe. Alors, il faut savoir que dans l'Union douanière eurasiatique, il n'y a pas de droit de douane pour les mouvements de marchandises au sein de l'Union. Et enfin, il y a une unification des règles non tarifaires. Il s'agit essentiellement de la politique commerciale. Alors, je vous ai repris sur ce slide quelques régimes et destinations douaniers, simplement pour illustrer le fait qu'il n'y a pas une grande différence avec ce qu'on connaît au niveau européen.
Je ne vais pas tout relire avec vous, ce n'est pas nécessaire. Quelques points d'attention me semblent assez importants. Première chose, c'est la communication avec vos clients. La plupart du temps, vous allez travailler avec un partenaire russe, à moins que votre entreprise ait une filiale enregistrée en Russie. Et dans ce cas-là, il est très important de bien discriminer, de bien faire la différence entre ce que veulent vos clients et ce que veulent réellement les autorités russes, quelles sont les obligations légales. C'est une question que j'ai très fréquemment des entreprises belges qui me demandent si une exigence de leurs clients est réellement une obligation légale. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est une décision business dont il faut tenir compte dans vos négociations commerciales. Alors, il faut savoir que la TVA n'est pas unifiée entre les pays de l'Union douanière. La Russie, la Biélorussie et l'Arménie ont un taux normal à 20% et le Kazakhstan et le Kirghizistan à 12%. Et enfin, il faut tenir compte des sanctions et contre-sanctions. Ça a déjà été brièvement abordé par Arkady. Mais donc, vous savez qu'en 2014, l'Union européenne a adopté un train de sanctions à l'encontre de la Russie, notamment pour la situation dans l'est de l'Ukraine et l'annexion de la Crimée. Alors, ce qu'il est très important de bien comprendre, c'est que les sanctions européennes ne visent que la Russie, pas les autres pays de l'Union douanière. Et à l'origine, en 2014, ça a posé de gros problèmes pour les marchandises qui faisaient l'objet de sanctions, notamment de contre-sanctions russes, et qui étaient à destination des autres pays de l'Union douanière ou d'autres pays tiers, en fait. Donc, ça posait des problèmes en matière de transit, parce que la Russie avait décidé d'interdire le transit des marchandises qui faisaient l'objet de ces sanctions. Alors, cette interdiction a été levée en 2019 et il y a eu un système de saut électronique qui fonctionne avec une géolocalisation basée sur le système GLONASS que Dimitri vous expliquera par la suite. Voilà, je crois que ce sont des points d'attention assez importants. Alors, quand vous exportez à destination de l'Union douanière eurasiatique, vous avez besoin d'une certification. De quoi est-ce qu'il s'agit ? En fait, il faut savoir que la certification, c'est un ensemble de normes légales en matière de sécurité et de qualité auxquelles les produits doivent répondre afin d'assurer en fait la sécurité des produits qui sont mis sur le marché de l'Union douanière. Avant l'Union douanière, il y avait un système de standards nationaux. En Russie, on appelait ça les GOST. Ça n'a rien à voir avec les fantômes. Ça vient de Государственный стандарт. Simplement des standards nationaux de qualité et de sécurité. Ces standards sont progressivement remplacés par des règlements techniques, d'où le RT dans mon slide, qui viennent harmoniser les règles pour les différents pays de l'Union douanière. Donc, c'est depuis à peu près 2011 pour tout le territoire de l'Union douanière. Quand il y a un règlement technique, c'est obligatoire et le demandeur doit être établi dans l'Union. On revient sur le principe de résidence. Alors, quand il y a un règlement technique, vous pouvez avoir deux types de documents de conformité, soit une déclaration, soit un certificat. Les deux documents ont la même valeur légale. La déclaration est plus facile à obtenir que le certificat. Et en fait, la possibilité d'user d'une déclaration sera déterminée par le règlement technique, qui exigera ou non une déclaration ou un certificat. Ces documents sont valables sur tout le territoire de l'Union douanière et ils peuvent être délivrés pour une importation, pour un lot ou pour des productions en série. Il faut retenir que la durée de validité de ces documents va varier selon le produit et le mouvement envisagé. Par exemple, pour les productions en série, c'est de 1 à 3 ans. Alors, pour la certification toujours, plusieurs situations peuvent se présenter. Soit vous n'avez pas de règlement technique, auquel cas ce sont les standards nationaux qui s'appliquent encore. Vous pouvez également avoir un ou plusieurs règlements techniques qui s'appliquent et un ou plusieurs certificats en fonction du produit spécifique que vous projetez d'exporter. Il faut savoir qu'il y a plusieurs organismes qui sont accrédités pour la certification. Et enfin, vous avez également des obligations très importantes en matière de labelling. Je vous ai parlé du certificat. Le respect en fait, du règlement technique va être symbolisé par une marque de conformité avec le règlement technique que vous devez apposer sur le produit, son emballage, sa documentation. On arrive ici au symbole en fait EAC, qui est ce fameux label. Ce que je vous demande de retenir, c'est que toutes les obligations en matière de labelling doivent être remplies avant le dédouanement. C'est très important. Il y a d'autres obligations en matière d'étiquetage et de marquage. Et pour l'étiquetage et le marquage en général, il y a des contrôles en cascade. Donc, quand vous voulez faire rentrer sur le territoire de l'Union douanière les marchandises, pour s'assurer de la correspondance entre le marquage et les produits qui sont déclarés, vous devez fournir un certain nombre d'informations en case 31 de la déclaration douane, le nom, la marque, le fabricant, le pays d'origine, la composition, etc.
Pour les ventes au sein de l'Union douanière, bien sûr, vous devez respecter le règlement technique. Et enfin, pour la vente au consommateur final, en tout cas en Russie, il y a une loi fédérale sur la protection des consommateurs qui est à respecter. Il faut savoir également que certains produits ont des règles spécifiques en matière d'étiquetage, des règles additionnelles. Il s'agit de différents produits, mais je ne vais pas tous les détailler par manque de temps. Il y a également des obligations en matière d'emballage. Certains produits doivent avoir un emballage spécifique et il y a des règles également pour les symboles qui doivent figurer sur les emballages. Enfin, il y a un système d'étiquetage digital qui a été mis très récemment en place pour certains produits actuellement, pour le tabac et les fourrures notamment. Le système d'étiquetage digital est différent en fonction du produit. Pour le tabac, il s'agit de code barre 2D ou pour les fourrures, il s'agit de puces RFID. Alors, il y a un système de traçage par une plateforme digitale qui s'appelle Chesny Znak, Honest Sign, qui est requis lorsqu'on a recours à l'étiquetage digital et il est obligatoire actuellement pour un certain nombre de produits. Il y a une phase pilote pour d'autres produits et il est possible que l'usage du système soit imposé pour tous les produits à partir de 2024. Un dernier élément que je voulais vous mentionner aujourd'hui, c'est l'étiquetage et l'origine. En fait, certains produits ont besoin d'un étiquetage du pays d'origine et il est obligatoire en fonction de la réglementation technique. C'est très important. Pourquoi ? Parce que l'étiquetage en matière d'origine, il doit figurer sur le produit et son emballage et il doit absolument correspondre à la documentation commerciale. Toute indication de pays sur le produit ou son emballage peut être tenue pour une déclaration d'origine. J'ai eu un problème avec une entreprise belge, je vous le mentionne pour illustrer mon propos, qui avait envoyé en Russie des compléments alimentaires et qui avait fait fabriquer ces emballages aux Pays-Bas. Sur les emballages, il était indiqué « Made in Netherlands » et le produit, dans la documentation commerciale, était renseigné comme ayant une origine belge. Donc, ça a été considéré comme une fausse déclaration d'origine. C'est pour ça que c'est aussi important de bien faire attention à ce point-là. Bien sûr, quand le pays d'origine et le pays d'exportation ne sont pas les mêmes, vous avez besoin d'un certificat d'origine du pays d'origine. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Vous avez mes coordonnées de contact. Je suis ouvert à toutes les questions. N'hésitez pas. Il y a un numéro belge, un numéro russe et un email. Merci à vous. Merci beaucoup Emmanuel pour ces informations très précises, beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas, donc ce PowerPoint vous sera envoyé et puis vous avez les coordonnées d'Emmanuel qui sont affichées, vous les aurez dans le PowerPoint, donc le but est qu'après vous puissiez prendre contact avec lui directement. Voilà, alors à présent, nous allons donner la parole à Dmitri Subotchev. On peut peut-être arrêter le partage d'écran. Oui, un petit instant. Je vais essayer de l'arrêter. Oui. Merci beaucoup encore une fois, Dominique. Et merci, bonjour, Dmitri, oui. Merci, Emmanuel, pour ta présentation. C'est très intéressant. C'est très rare quand j'interviens en français. Normalement, nous travaillons ici en anglais avec l'Organisation mondiale des douanes et les collègues belges. Mais pour être dans la même façon avec vous, je vais essayer de faire mon rapport. Ce n'est pas une présentation, c'est le rapport en français. J'espère que vous pouvez être indulgent avec moi, avec mon langue. Peut-être sous le contexte de présentation d'Emmanuel, mon rapport est plus ou moins au même contexte qui découvre en détail un peu le nouveau technologie en Russie avec les celles de navigation électronique qui étaient présentées chez nous. Alors, un peu de l'histoire peut-être avant de présentation. On bien sait qu'en 2014 et 2018, les décrets présidentiels étaient introduits qui posaient les restrictions sur certaines marchandises provenant de l'Europe, comme les contre-mesures contre les sanctions occidentaux. Et en 2019, le nouveau décret a introduit des modifications dans cette procédure. C'est permis le transit par route et par rail aussi, avec les sauts électroniques et quelques souches.
la réglementation, la liste de points de contrôle frontalier a été établie où les scellés électroniques sont appliqués et retirés aussi après le transit. Les exigences techniques sont réglées par le règlement gouvernemental. Le numéro est 1877 ou 77, pardon. Selon le régime douanier en Union eurasienne, il n'y a pas de contrôle douanier au sein de territoire. Et notre unité de douane russe contrôle donc la conformité dans cette point de contrôle frontalier. Il y a 12 points où les marchandises sous sanction peuvent passer pour le transit. Les scellés sont posés et enlevés par une société qui était choisie par tender, par gouvernement. C'était sélectionné et autorisé par le ministère de Transport. Alors, les représentants de cette société, c'est le Centre de développement des plateformes numériques, ça s'appelle comme ça, sont situés dans tous les points de contrôle aux frontières. Et sur le rail, c'est notre opérateur de rail qui agit au nom de l'opérateur. Il y a le d'accord entre lui et alors c'est notre rail russe qui gère les scellés si le transit était par le rail. Les agents de douane ont accès au système, bien sûr, pour le contrôler et surveiller et utilisent des appareils mobiles spéciaux qui le permettent de scanner et de réappliquer le scellé s'il devait ouvrir le moyen de transport pour une inspection en cours de route. Selon les règles, le transporteur doit déclarer son intention de faire transiter les marchandises et fournir des documents prouvant l'origine des marchandises et des informations sur le code de nomenclature à 10 chiffres. Ça, c'est le plus important. Ça dépend évidemment qui transporte les marchandises. Si vous envoyez vos articles, par exemple, vers Kazakhstan, vous devez savoir qui doit transporter. Si c'est votre voiture, c'est votre chauffeur. Il faut être très strict avec les règles. Il y a un site de l'opérateur où il faut soumettre l'intention minimum 2 heures avant de traverser la frontière. Si vous voulez, comme Emmanuel a dit, nous allons partager toutes notre coordonnées, les numéros de GSM, le email. Je suis toujours à votre disposition avec toutes les questions que vous avez concernant la transportation de vos marchandises. Et aussi, c'est très, très, très important. Le non-respect de ces exigences entraîne l'obligation de renvoyer immédiatement les marchandises. Si vous ne prouvez pas avec les documents l'origine des commodités, vous devez retourner avec ces marchandises. Et si les marchandises sont trouvées par les fonctionnaires pendant la transportation, cela constitue une infraction et ça devient sujet de saisie et destruction des marchandises. Ça a commencé le 24 mars 2020 et la Russie a lancé un projet pilote sur l'utilisation des sauts de navigation avec la participation volontaire des entreprises de transport. Sur la base des résultats des tests et après la mise en place de l'environnement technique, les scellés ont commencé à être appliqués à grande échelle à partir du 15 juillet l'année passée. Plus ou moins, c'était presque 10 000 de mouvements pendant le 2020 et ce chiffre grandit chaque jour. L'efficacité et la nécessité de l'utilisation des scellés électroniques ont été démontrées non seulement pour le transit de marchandises, mais aussi de manière globale. Il s'agit d'inclure toutes les procédures telles que l'importation, l'exportation, le transit entre la Russie, le commerce au sein de l'Union et de couvrir les marchandises de grande valeur aussi, c'est très important, et au fort taux d'imposition.
parce que l'utilisation des sels, c'est une très bonne mesure pour protéger vos marchandises pendant le mouvement avec les distances longues. Et c'est pourquoi les douanes russes élaborent actuellement le cadre avec d'autres administrations et agences fédéraux afin d'établir un cadre complet pour ça. Aussi, il y a un grand dialogue en commission économique européenne pour établir le même système entre tout le territoire de notre union. Et, nous avons déjà convenu avec le ministre des Transports du texte de règlement gouvernemental qui inclura les points de traverser les frontières dans le port maritime aussi. C'est Extrême-Orient et Saint-Pétersbourg. Alors, c'est au contraire du contexte politique qui poussait notre douane d'établir cette nouvelles règles pour permettre les marchandises sous sanction de passer notre territoire, il y a un contexte plutôt positif, bien sûr, parce que ces nouvelles connaissances, ces nouvelles technologies ouvrant la voie au développement et à l'innovation. La priorité pour la douane russe, c'est la numérisation et l'automatisation de tous les process. Et j'espère déjà l'opportunité de regarder les développements dans notre système. Nous sommes en ligne avec l'autre douane étrangère selon les standards de l'Organisation mondiale des douanes. Et alors, je vais partager avec Dominique le site de l'entité qui est en charge de l'application des sels en Russie. Comme c'était dit, il faut se bien préparer pour transit de marchandises si c'est le transit de commodités sanctionnelles, on peut dire. Je pense que c'est tout pour moi et j'espère que c'était OK. Encore une fois, j'espère pour votre indulgence si j'ai des problèmes avec compréhension de vos questions. Dans ce cas, on peut transmettre vers l'anglais tout de suite. Oui, bien sûr. Mais on a bien compris. Merci beaucoup, Dimitri. C'est très technique, en effet, mais encore une fois, je le dis, les contacts seront transmis. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Dimitri par après, parce que c'était quand même intéressant tout ça, d'autant plus que ça date du 24 mars 2020, j'ai noté, avec effet juillet, je crois, 2020. Donc, il faut quand même s'y intéresser. Voilà, merci beaucoup, Dimitri. Et bien maintenant, la parole à Gérard Segers, qui est très connu à la WEX, qui a déjà passé par plusieurs pays, je me souviens. Et maintenant, donc la Russie, depuis combien d'années, Gérard? Alors, ça va faire bientôt 4 ans. Donc, effectivement, c'est déjà un très grand plaisir de revoir Philippe Sulet, qui a vraiment porté ce bébé qui s'appelle la WEX et qui est devenu aujourd'hui le partenaire incontournable pour les entreprises intéressées par des marchés d'exportation, en ce compris des marchés qui sont, il faut le dire, relativement difficiles d'accès, comme la Russie par exemple. C'est aussi le cas pour des marchés comme la Chine. Je revois ici avec grand plaisir Vincent Liebrecht, qui, je vois, rejoint la Chambre et que j'ai bien connu quand j'étais en Chine. J'étais aussi aux États-Unis auparavant, à New York. Il y a quelqu'un qui a mentionné la création de New York par des Wallons. Ben, effectivement, la présence wallonne à New York est toujours alive and kicking, comme on dit aux États-Unis. Et voilà. Alors, la Russie, Arkady l'a mentionné, c'est un marché qui est potentiellement beaucoup plus important que réellement ce qu'on fait aujourd'hui en tant qu'entreprise belge sur un marché d'une grande dimension. On voit aujourd'hui qu'effectivement, les chiffres à l'exportation sont, il faut les qualifier de modestes, si pas de médiocres, par rapport aux possibilités qu'offre un marché comme la Russie. On voit effectivement que un marché de 148 millions d'habitants fait à peu près, en termes d'exportation pour la Wallonie, à peu près aussi bien ou aussi mal que le Danemark. Alors, avec toute l'admiration que j'ai pour le Danemark, c'est un petit pays, c'est un petit marché. Et il est tout à fait dommage que souvent nos exportateurs ont de la Russie une image qui n'est pas forcément, disons, qui ne correspond pas à la réalité.
il y a souvent une image négative qui est celle peut-être qui est transmise dans les médias avec ces conflits politiques, ces débats autour de choses qui finalement n'ont pas grand-chose à faire avec le business, mais qui malheureusement entachent parfois la manière dont on peut faire des affaires avec ce pays-là. En termes de sanctions, je vous dirais qu'on exagère souvent la portée de ces sanctions sur les possibilités de faire des affaires en Russie. Il y a effectivement des secteurs soumis à sanctions. On en parlera peut-être tout à l'heure lorsqu'on évoquera les secteurs prioritaires pour l'AWEX en Russie, mais il y a en fait beaucoup plus de choses qu'on peut faire en Russie que ce qu'imaginent la plupart des exportateurs belges. C'est un marché qui présente des difficultés. Je pense que tant la présentation d'Emmanuel que de Dimitri ont mis l'accent sur l'aspect parfois procédurier de ce marché-là. C'est un marché, effectivement, qui demande une certaine attention à des choses qui sont de l'ordre de la formalité, de l'ordre de la paperasserie, de l'ordre de l'administratif, des choses qui ne plaisent pas toujours à nos exportateurs. Mais la vérité, c'est qu'en général, ce n'est pas tellement l'exportateur qui s'occupe de ce genre de choses, c'est souvent le partenaire au niveau local. D'où l'importance de bien choisir un partenaire local lorsque vous travaillez en Russie, c'est que le partenaire local va pouvoir, par ses connaissances, son expérience, ses relations, etc., faciliter grandement les choses. Si vous avez un bon partenaire en Russie, souvent, ce genre d'écueil, ce n'est pas un si gros problème que ça. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de parler de l'action de l'AWEX. Je pense que tout le monde ici connaît l'AWEX. Je crois que l'AWEX joue un rôle dans le monde de l'entreprise qui est suffisamment important pour qu'on fasse l'impasse sur une présentation des activités de l'AWEX. Je vais vous parler plutôt de ce que fait le poste de l'AWEX à Moscou en particulier. C'est un poste qui demande évidemment une approche beaucoup plus sectorielle, beaucoup plus ciblée que d'autres postes. Depuis mon arrivée ici, il y a 4 ans, on a choisi quelques secteurs prioritaires. Alors, sans entrer dans le détail, disons que c'est la santé pharma, c'est l'aérospatial, c'est l'agroalimentaire, c'est les équipements industriels. Et dans ce cadre-là, on a vraiment, soit au travers d'actions du type participation à des foires, du type mission sectorielle que vous connaissez bien, classique, on a essayé de pousser un peu les choses à ce niveau-là. Il faut dire que par rapport à la Chine, par exemple, un marché que connaît bien Vincent, tout le monde rêve de la Chine. La Russie ne fait pas rêver. Et donc, mon rôle, c'est aussi de dire, dans les secteurs que je viens de citer, par exemple, il y a des opportunités. Il faut venir les explorer. Et donc, ça, c'était beaucoup mon rôle au cours des 4 dernières années, c'est de vraiment attirer des entreprises qui parfois sont déjà sur le marché, mais qui ont peut-être encore besoin de soutien, et surtout des nouvelles entreprises pour explorer les débouchés ici. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question de l'impact du Covid sur donc les exploitations belges et wallonnes en l'occurrence sur la Russie. Il faut dire les choses très clairement, ça a eu un impact terrible. Pour plusieurs raisons, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a des raisons qui sont liées à l'économie ici en Russie, de manière intrinsèque. Quand vous avez un rouble qui chute de 20 ou 25%, évidemment, ça rend vos prix à l'exportation vers la Russie beaucoup plus chers et donc vos produits moins compétitifs. Vous avez une économie qui, disons, même si Arkady a fait l'apologie des taux de croissance russes, il faut le dire clairement, c'est une économie qui n'a pas une croissance à la chinoise. Il y a effectivement aussi cette image d'un marché procédurier, d'un marché qui est relativement compliqué à aborder, etc. Mais dans la pratique, je vous dirais que c'est dommage que beaucoup d'exportateurs belges, malgré les difficultés, ignorent ce marché. Alors, pour le Covid en particulier, ce qui a vraiment été très difficile pour nous, c'est le fait que les gens ne pouvaient pas voyager. Alors, c'est tout bête, on peut faire beaucoup de choses par Zoom, comme aujourd'hui, on est là et je reconnais beaucoup d'amis nouveaux et anciens. C'est très bien une conversation Zoom, mais au bout d'un certain temps, vous êtes face à une impasse si vous voulez conclure des affaires.
très clairement, le rétablissement des voyages pourrait être un game changer à ce sujet-là. Alors, ce qu'on a fait pendant la période Covid, eh bien, on a davantage affiné l'approche sectorielle de notre travail ici. On a fait, par exemple, non plus la santé en général ou le pharma, mais on s'est concentré sur la télémédecine. Dans le domaine de l'aérospatial, on s'est dit, ben voilà, il y a dans le domaine des drones des choses qui se font en Wallonie qui sont extraordinaires, qui peuvent intéresser aussi le marché russe. Vous avez des réseaux de pipelines, vous avez des réseaux de gazoducs, vous avez des très, très grands sites industriels, des anciens combinats qui sont énormes, etc. Vous avez un développement de l'agriculture industrielle phénoménal ici en Russie. Donc, pour les drones en Wallonie, il y a des technologies qui peuvent trouver un débouché ici. Il y aura d'ailleurs, en juillet prochain, une foire importante à laquelle l'AWEX participe depuis des années, c'est MAX, qui est un peu l'équivalent du Salon du Bourget en Russie pour les pays de la CEI. Et l'AWEX a décidé de participer à nouveau, malgré la crise, à cette foire ici en Russie. Alors, on a parlé de l'agroalimentaire avec une chute du rouble de 20 à 25%. Clairement, vendre des bières belges, c'est un petit peu plus c'est compliqué maintenant, quoi. On a décidé alors d'axer plutôt l'approche sur les ingrédients alimentaires pour pouvoir éventuellement, avec du sucre perlé, faire des gaufres de liège en Russie et grâce à ça, tout de même pouvoir garder une certaine présence sur le marché de l'agroalimentaire. Dans les équipements pour l'industrie, on avait fait des missions, par exemple, dans le domaine de la sidérurgie, des équipements sidérurgiques wallons qui ont pu être promus auprès de gens comme NLMK ou Severstal ou Evras, ce sont des grands groupes sidérurgiques ici en Russie. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est plutôt des choses dans le domaine de la maintenance prédictive. On a la chance en Wallonie d'avoir le champion dans ce domaine-là. C'est une société basée à Mons et qu'on a pu introduire auprès de différents distributeurs ici en Russie. Donc une action, et j'insiste là-dessus, qui se veut sur mesure, une action qui se veut extrêmement précise, qui se veut extrêmement pointue. Alors, évidemment, la plus pointue possible des missions, c'est celle pour une entreprise en particulier. Alors, je dirais que l'essentiel de notre travail, c'est d'aider des entreprises wallonnes qui montrent un intérêt sur le marché russe. Ce que nous faisons ici, c'est pas seulement faire des enquêtes de marché, on fait ça évidemment, mais c'est surtout identifier des partenaires locaux ici en Russie, c'est les contacter en russe. J'ai 3 collaborateurs russes qui chacun sont spécialisés dans des secteurs assez pointus. Et donc, chacun d'entre eux développe au bout d'un certain temps un réseau, aussi dans des secteurs très, très différents. Donc, ce qu'on fait, c'est du sur-mesure, c'est créer des contacts, créer des liens entre entreprises. Et le but, évidemment, ultime, c'est que si jamais, effectivement, un courant d'affaires se développe et qu'il y a, et ça arrive souvent, par après, des incompréhensions, des choses qui peuvent être éventuellement des sources de discussion entre entreprises qui sont... on est là aussi pour faire du after sales. On est là aussi pour assister l'entreprise lorsqu'il y a des difficultés de négociation avec ses partenaires ici en Russie. Donc, en un mot, le but de notre action ici, c'est d'aider au mieux l'entreprise wallonne à réussir sur un marché qui n'est pas toujours facile. Voilà.